Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 6, on vous fait quelque chose d'assez... en fait, je ne ferai même pas de spoiler, là, il s'est passé tellement de choses, on l'avait mentionné dans l'enregistrement de la semaine passée, là. On enregistrait un peu d'avance, on avait fait un double disclaimer. Le disclaimer classique est celui de, ben, c'est un pré-enregistrement parce que je me retrouvais chez nos chers amis les Américains en Floride pour la dernière semaine et demie. Et il s'est passé tellement de choses depuis que j'avoue que j'avais très hâte. J'en ai même parlé à Gab. Là, on est sur le point de se dire qu'on pourrait faire une quotidienne avec la quantité d'informations qui change d'une journée à l'autre et c'est absolument fascinant. En fait, oui, il y a beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes dans ce qui se passe vraiment au niveau des marchés, mais c'est absolument passionnant de regarder qu'est-ce qui se passe, de le décortiquer, d'en parler. Donc, j'avoue que ça ramène. On adore toujours le podcast, vous le savez, on le fait par passion depuis bientôt 3 ans, un épisode par semaine de manière constante. Mais j'avoue que présentement, c'est assez intéressant de faire de la vulgarisation, d'en discuter. Puis on est très content également de voir là, que ça semble être le cas pour vous aussi, là, que vous aimez écouter les sujets récents. Donc, on vous fait en première partie un au son de la cloche. Vous allez voir les traits axés sur les plus récentes nouvelles dans le monde de la finance. Donc, on va couvrir beaucoup de sujets dans le premier segment. Et on va quand même faire un deuxième au son de la cloche également, là, parler d'un autre sujet également d'actualité lié à une compagnie spécifique. Pour ceux qui nous écoutent depuis assez longtemps, vont se souvenir que c'était une compagnie pour laquelle Gab avait des papillons dans les yeux à l'époque, était un investisseur si positif et si axé sur le potentiel fulgurant de cette compagnie-là avant de sortir beaucoup trop tôt et de perdre des opportunités assez drastiques. Ceux qui nous écoutent depuis longtemps sauront de quelle compagnie on veut parler, mais il y a aussi eu quelques petites actualités intéressantes là-dessus. Donc, deux au son de la cloche. Le premier, encore une fois, assez massif et qui risque là, de plaire à beaucoup des auditeurs là, qui nous suivent présentement là, sur le monde financier. Avant toute chose, et je viens de faire une intro là, comme je peux le faire lorsque j'ai la C'est un peu le passion et JP que... Show, là. Exactement, le GP Show s'en vient, là, préparez-vous, j'ai beaucoup d'infos et j'ai très hâte d'en parler, mais je vais te laisser la parole, Gab, pour faire le disclaimer qui va être extrêmement important aujourd'hui, comme dans les derniers épisodes d'ailleurs. Ouais, bah oui, évidemment. Surtout dans ces périodes, on va dire un peu plus avec de la volatilité puis de l'incertitude. Il est bien important, je pense, de faire vos devoirs, évidemment. Tout ce qu'on dit, évidemment, dans le podcast, c'est, vous le savez, chers auditeurs, vous qui nous écoutez à chaque semaine, il ne s'agit que de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation, évidemment, de placement. Évidemment, on vous invite évidemment à faire confiance à un professionnel. Quiconque aussi est autorisé à vous émettre des recommandations. Je pense que ce sera la meilleure façon de déterminer aussi quels sont les placements qui sont les plus adaptés à votre profil d'investisseur. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, ça va être un épisode intéressant parce que, d'ailleurs, j'hésitais au niveau du titre à faire ça comme un espèce de wrap-up, comme disent les Anglais, là, ou revue de presse en fait, ou retour sur l'actualité en français, là, mais qu'on pourra évidemment discuter aujourd'hui, en tout cas dans la première partie. Puis bon, la deuxième, je pense que le spoiler n'est pas vraiment un spoiler parce que bon, tout le monde aura reconnu, en tout cas ceux qui nous écoutent depuis longtemps, savent évidemment de quelle compagnie on va parler. Mais ça va être intéressant, on va parler aussi de dirigeables, si tu vois ce que je veux Oui, dire. effectivement. Donc, ça risque d'être un Effectivement. épisode Ça intéressant. fait, ça fait boom, effectivement. Bizarrement, ça fait pas boum, mais ça s'enflamme en Ça fait. tombe, Mais ça bon, tombe. c'est ça. Donc, effectivement, merci pour le disclaimer. Commençons donc le premier segment d'aujourd'hui, le au son de la cloche. Parfait. Donc, tu l'as mentionné, revue de presse, c'est peut-être un petit peu moins trendy, là, mais on veut faire, je vous les nomme, là, on veut parler de SVB et de First Citizen Bank, on veut parler de Crédit Suisse et de UBS, on veut parler également un peu de Deutsche Bank, on veut parler de Powell, que je vous pourrais parler à chaque jour de ma vie parce que cet homme a un élément ou un effet destructeur qui, je pense, sous-estime lui-même. Donc, parler un petit peu également là, de la hausse des taux directeurs américains. Bref, tout ce qui se passe un peu dans l'actualité, ça bouge beaucoup. Comme on dit, on publie en général à chaque lundi, mais les actualités changent assez drastiquement d'une journée à l'autre. On espère un peu d'accalmie là, au niveau surtout du secteur financier. Euh, Avant toute chose et avant d'entendre un peu dans les quelques faits d'actualité, puis Gab, encore une fois, je te passe la parole par la suite. Faut le noter, là, moi, mon constat initial dans tout ce qui se produit, c'est la constance de l'action à la fois du domaine gouvernemental et des banques centrales, mais également du secteur privé. C'est un peu le constat qu'on voit.
la beauté qui fait en sorte que oui, on n'est pas présentement dans une crise financière alors qu'on aurait pu l'être depuis déjà bien des jours s'il n'y avait pas eu des actions rapides des différents paliers ou des différentes instances publiques et privées. C'est exactement ça qu'on voit présentement. Donc, encore une fois, il y a eu des actions qui ont été portées par des banques centrales dans le but de favoriser justement l'accès à la liquidité pour les banques. Il y a également eu des acquisitions par des entités privées. Oui, bon, on parlera de la logistique des deals et la valorisation des deals. Et bon, il y a certains points, Astérix ici, UBS, Crédit Suisse, là, quand même beaucoup de problématiques liées à cette transaction-là qui a été énormément poussée par le gouvernement. Ça, c'est un autre sujet, mais tout ça pour dire qu'il y a une énorme action qui est faite par les différents paliers pour supporter les problématiques et supporter les grosses vagues qui se produisent au niveau du secteur financier. Je pense que c'est là où on peut peut-être voir à l'horizon là, une capacité d'accalmie, même si oui, la Banque centrale européenne va mentionner qu'il y a encore de l'incertitude élevée au niveau du système financier européen. On ne sait pas non plus qu'est-ce qui peut se produire avec les banques aux États-Unis, etc. Donc, c'est sûr que c'est pas encore certain qu'est-ce qui va se produire dans les prochains jours, prochaines semaines, mais l'action continue dans le public privé, c'est la bonne nouvelle à mon avis. Donc, petit topo, petite revue, puis Gab, je te passe la parole par la suite. Premièrement, petit update sur Crédit Suisse UBS, on en avait parlé la semaine passée très tôt, comme on l'avait dit dans le pré-enregistrement. Entre-temps, ben, UBS a fait l'acquisition de Crédit Suisse. Là. Le montant était... En fait, Crédit Suisse a été mis littéralement dans le trouble, on en avait parlé. Là. Bon, ça allait pas très très bien. Également avec leur fameuse restructure, leur financement était très coûteux. Ça se produisait pas super bien. Ils avaient décidé là, de demander là, ou d'emprunter au niveau de la Banque centrale suisse là, 54 milliards de dollars dans le but d'aider justement leur enjeu de liquidité qui se produisait. Mais malgré tout ça, les retraits qui se produisaient au niveau des clients, par exemple, autant particuliers que commercial au niveau de Crédit Suisse, c'était à la hauteur de 10 milliards de dollars par jour. Donc, ils ont emprunté 54 milliards parce qu'ils étaient sur le point d'être non solvables en termes de liquidité. Il y avait quand même 10 milliards de dollars qui sortaient par jour vers d'autres entités, vers l'externe. Donc, Crédit Suisse n'allait pas pouvoir survivre très très longtemps, malheureusement, avec cette bank run massive. Et Crédit Suisse, on l'avait mentionné la semaine passée, n'était pas une petite banque non plus. Donc, il y a eu l'acquisition de UBS énormément poussée par le gouvernement suisse d'ailleurs. Là. Donc, UBS a fait l'acquisition à un montant qui était extrêmement bas en termes de valorisation par rapport à la valeur boursière de Crédit Suisse. Il n'y a pas eu vraiment de discussion. Tu sais, le vote n'est même pas passé au niveau des actionnaires parce que c'était vraiment poussé par le gouvernement. En fait, l'espèce de pression sur l'action pour ne pas que Crédit Suisse tombe, et on s'entend, Crédit Suisse tombait, c'était terminé pour le système financier mondial. On avait une crise. C'est à ce point-là, Crédit Suisse était d'une ampleur beaucoup trop conséquente pour tomber. La solution, plutôt que de devoir le financer par la Banque centrale ou par le gouvernement, d'utiliser UBS, qui était une banque concurrente, la numéro un là, de mémoire au niveau de la Suisse, et qui avait une stabilité financière un peu plus élevée, était fonctionnel. Donc, ça a été énormément poussé par le gouvernement. Encore une fois, le point que je parlais tout à l'heure, donc un bémol qui est, ben, malheureusement, les investisseurs n'ont pas eu beaucoup leur mot à dire. Donc, certains vont mentionner qu'ils n'ont pas eu la maximisation du retour pour les investisseurs avec cette transaction-là, sachant que UBS a eu un très bon deal pour l'ensemble des actifs de Crédit Suisse. Mais ça a permis au moins la survie de la banque et c'est une bonne chose. Donc, on est passé très proche vers le milieu et la fin de la semaine passée. Mais bon, au moins, ça a fait presse, ça a montré encore une fois une action très, très forte du secteur privé dans le maintien de la stabilité économique, ben, en fait, financière mondiale. On a eu un petit peu un redo à une envergure beaucoup moindre, justement, en date d'aujourd'hui, avec la First Citizen Bank, qui est une banque de Caroline, avec le siège social en Caroline du Nord, si je ne me trompe pas, qui a fait l'acquisition et qui était avant la transaction, là, je pense, la 30e banque en importance là, au niveau des États-Unis, qui a fait l'acquisition là, de SVB, donc la fameuse Silicon Valley Bank qui était tombée et qui avait lancé là, tout cet effet domino un peu au niveau du secteur financier. Donc, même chose un peu, là, le FDIC qui avait pris la protection là, de SVB, il l'avait mis sur une banque, une bridge bank un peu, là, une banque temporaire, en espérant pouvoir justement revendre les actifs. Donc, c'est exactement ça qui a eu lieu. Encore une fois, le montant a été mis à rabais également là, pour permettre justement à la First Citizen Bank. On l'a dit, là, je pense qu'à l'époque, SVB était autour de la 15e, je pense, banque en importance américaine avant le crash et elle se fait acheter par la 30e en importance avant la transaction, comme je l'ai dit. Donc, il fallait également qu'il y ait certains discounts pour permettre cette acquisition-là sans mettre non plus dans le trouble la First Citizen Bank. Là. Donc, First Citizen Bank était, je pense, à peu près 550 succursales bancaires dans 23 États américains. Voulait un peu bénéficier de la clientèle existante de SVB. Encore une fois, est-ce que cette clientèle-là va rester dans la version 2.0 de SVB filiale
de First Citizen Bank, on verra, mais il y avait quand même un potentiel pour ces clients-là. Et au final, ça va aider également la FDIC à éviter encore plus de pertes, si on peut dire. Là, je pense que c'était une dizaine, entre 10 et 20 milliards. Je n'ai pas le chiffre exact, mais il me semble que c'est ça que j'ai lu, entre 10 et 20 milliards de pertes qui ne seront pas récupérées là, dans le fonds de prévoyance justement de la FDIC lié à la chute de la Silicon Valley Bank. Mais tout de même, encore une fois, une autre action du domaine privé, donc une banque, la First Citizen Bank, qui a fait de l'acquisition d'SVB. Ça a également eu un impact assez favorable au niveau des marchés aujourd'hui. Même la First Citizen Bank, son stock a pris quand même beaucoup de valeur dans la journée, ce qui est une très bonne chose. La majorité des indices bancaires également américains ont pris une croissance, qui est une très bonne nouvelle. Donc ça montre encore une fois la rapidité d'exécution, l'investissement dans le domaine privé là, qui aide de manière majeure. Ça avait été également le cas, je fais le petit topo, c'était même pas dans mes notes, là, mais on a vu également plusieurs grandes banques américaines qui avaient investi des fonds dans cette First Republic, je pense également, là, qui était une autre banque d'envergure qui allait un peu mal la semaine passée ou l'autre semaine d'avant, et les grandes banques américaines qui ont bénéficié drastiquement, les Bank of America de ce monde, qui ont bénéficié drastiquement d'entrées de fonds, là, les fameuses bank runs sur les banques régionales. Souvent, les personnes vont sortir les fonds de ce côté-là, vont les mettre dans les Bank of America ou les grandes banques à capitalisation. Donc, on a vu cette action-là aussi. Et dernier point, je te passe la parole par la suite, Gab. Je me garde Powell pour le dessert là, dans une autre intervention, là, mais on a eu aussi Deutsche Bank. Deutsche Bank, c'est peut-être l'incertitude actuelle. Pas d'actions qui ont été faites, mais Deutsche Bank est un peu l'enfant terrible, à un certain point, banque d'envergure également là, dans le modèle des Crédits Suisses là, en termes d'impact. Mais c'est une banque qui, de par leur diversification d'activités, entre autres sur Wall Street, tirait quand même beaucoup de l'arrière par rapport aux grandes banques d'investissement sur la rue, justement, à New York. Et s'est retrouvé avec aussi des packages de financement, des restructurations très coûteuses. Donc, les investisseurs ont aussi puni un peu Deutsche Bank en date de vendredi dernier avec une baisse là, du cours boursier un peu soudaine. Mais bon, ça a repris un petit peu. Deutsche Bank n'est pas dans le trouble. Il n'y a pas eu de discussion de quoi que ce soit lié à un besoin de liquidité, par exemple au niveau de la Banque centrale, au niveau en Europe ou en Allemagne. On n'a pas entendu non plus parler de quoi que ce soit là, lié à une acquisition ou du privé. Donc, un peu le grand moule de qu'est-ce qui s'est produit en termes de public-privé pour sauvegarder justement des banques qui allaient un petit peu plus mal. Mais le constat, encore une fois, je l'ai dit, l'action rapide amène un peu de stabilité. Puis je pense que Gab, tu as peut-être des points à ajouter sur cette petite revue que je viens de faire, là. Ouais, bah, t'as évoqué évidemment plein de points, je pense, intéressants. Peut-être que je vais peut-être revenir sur certains bullets, là, je sais pas comment appeler ça, là, que tu as évoqué, là, mais je pense que le premier, en effet, c'est au niveau de Crédit Suisse, en fait, cette annonce, effectivement, de la fusion. Tu vois, on en avait parié dans l'épisode, mais bon, finalement, ça s'est réalisé, en fait, puisque, entre-temps, bah, on avait déjà tourné, vous le savez, donc, finalement, notre bet a bien fonctionné. Euh, C'est n'empêche que ça va être une acquisition qui est assez controversée, hein, l'acquisition de Crédit Suisse. On a encore, évidemment, le conseil d'administration de Crédit Suisse a approuvé évidemment la transaction. Pour le moment, il ne va pas y avoir de disruption, évidemment, sur les activités normales de la banque. Mais on s'attend effectivement à ce que cette offre-là, évidemment, coupe énormément de postes, évidemment, pour côté Crédit Suisse. Ça va accélérer la restructuration dont on avait déjà parlé dans plusieurs épisodes précédents, évidemment, du groupe, puis potentiellement évidemment bah, créer un super géant en fait suisse en fait au niveau des activités non seulement bah, bancaires de détail comme on le sait, ça c'est le job principal d'une banque, mais aussi évidemment de créer un nouveau champion on va dire européen, par exemple au niveau des activités bah, de sell side, donc d'investment banking. Vous êtes au courant on en avait déjà parlé encore une fois. Je vous invite à revenir dans les épisodes précédents si jamais vous avez plus de petites questions, puis même dans les commentaires on sera là pour ça là. Donc, intéressant là-dessus, mais ouais, la question est de savoir aujourd'hui, est-ce que le prix est juste qui a été payé aussi? Parce que c'est vrai que l'action, ça a encore une fois pris du plomb dans l'aine. Tu sais, c'est devenu même quasiment un penny stock, la Crédit Suisse. Là, ça vaut, je crois qu'aux dernières nouvelles, là, tu vois, je regarde le cours, là, c'est à peu près 76 cents de francs suisses. Donc, ça vaut rien, là, entre nous. C'est pas grand-chose. Puis la capitalisation boursière est carrément ridicule, hein. On parle d'à peu près 3 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc l'offre était, je crois, pour 2 milliards. Après, reprend évidemment les actifs de Crédit Suisse qui seraient rajoutés dans le bilan du BS. La question est aussi au niveau de certaines dettes, parce que c'est là où c'était assez intéressant. Puis j'avais un de nos amis que je pense que tu reconnaîtra, hein, qui
qui est un peu nerd là-dessus, là, qui m'a envoyé ça. En fait, tu as certains détenteurs d'obligations qui sont pas forcément seniors, donc c'est plus c'est des investissements de crédit, donc c'est des emprunts que font des banques auprès d'investisseurs, et ben qui seront pas repayés malgré que les actionnaires vont être payés. C'est comme si en fait tu avais tout perdu dans l'affaire, alors que pourtant tu es censé être senior au niveau du paiement. Donc c'est un petit détail et c'est assez intéressant. Les tribunaux sont encore en train de fixer si réellement cette opération est légale ou non, en fait, parce que j'utilise des clauses un peu touchées. Puis, bref, il y a encore énormément de points juridiques aussi en termes de conformité, puis de règles de concurrence qui risquent de se poser par rapport à cette fusion-là, parce qu'évidemment, si on parle d'une acquisition record, en tout cas dans le secteur bancaire. Pas forcément au niveau de l'argent qui va être déployé, mais plus au niveau du nombre d'employés qui vont être créés par la synergie des deux groupes. Là, donc ça va être plus de 100 000 à mon souvenir. C'est évidemment, ignorant évidemment les coupures de poste qu'il va avoir. Donc c'est évidemment très important. Et je suis curieux évidemment de savoir évidemment tout ce qui va se passer au niveau pour la suite, évidemment, pour le groupe UBS. Je pense que l'autre point que tu as mentionné, ça reste intéressant, évidemment, au niveau de Citizen. Faire attention, First Citizen et Citizens Financial Group, c'est deux groupes différents. Moi, au début, je pensais que c'était Citizens Financial qui avait racheté. Non, il s'agit bien de la First Citizen, qui est effectivement une banque qui est située dans Caroline du Nord, si je me trompe pas. Exact. Je crois, à peu près, à mon souvenir, environ la 30e plus grosse banque des Exact. États-Unis. Donc, La c'est 30e, pas. d'ailleurs, fait intéressant, ils vont finir avec 219 milliards d'actifs après l'acquisition, ce qui est à peine plus que le 209 milliards d'actifs qu'avait SVB avant sa chute. Donc ça vous montre quand même l'envergure. Ils vont aller se positionner comme 15e à peu près après la transaction. Donc ça reste une banque qualifiée de régionale tout de même, malgré la transaction, même si ça vient presque sauver l'Amérique, là. Ouais, mais ça reste effectivement comment dire, un point intéressant, évidemment, de suivre les différentes étapes de ce genre de transaction. Parce qu'évidemment, il y a énormément de parties prenantes dans la transaction. Je dis les gouvernements, les décideurs politiques, les décideurs aussi au niveau des autorités réglementaires. Donc, on le sait souvent, ce genre de grandes transactions, ça prend du temps. Ça va prendre probablement même plus d'une année à se concrétiser. Mais évidemment, Crédit Suisse est, entre guillemets, sauvé pour l'instant. Effectivement, il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes dans le secteur bancaire dans les dernières semaines, puisque on sait, entre-temps, il y a eu Deutsche que tu as mentionné, qui a été un peu dans le trouble. Je pense que Deutsche est quand même relativement plus safe, malgré que Kramer ait dit qu'il était bullish sur Deutsche Bank. Donc, probablement, il y a le contraire qui va se réaliser, là. Donc, si vous avez un compte chez eux, c'est le temps de retour retirer. Ouais, Kramer, à mon avis, et ça, c'est une petite aparté sur la discussion, mais pour moi, lui, tout ce qu'il a, c'est un compte chèque rempli de cash. Là, à mon avis, il investit absolument pas. C'est le mec qui prône le plus des positions dans des stocks ou dans des compagnies, mais mon Dieu, que there's no way qu'il fait ces investissements-là. Il back pas ce qu'il dit, il n'y a aucune chance. Il y a aucune chance. Moi, le mec a un compte épargne à 2%, puis il y a à peu près 1,7 million là-dedans, puis that's it, là. Non, mais apparemment, de ce que j'avais lu, justement, c'est assez intéressant, mais Kramer, il est obligé de prendre des positions dans ce qu'il recommande. Donc, du coup, il doit probablement pas faire d'argent parce qu'il se trompe quand même pas mal de fois. Mais d'ailleurs, je vous invite, si vous êtes intéressé à connaître un peu plus la twittosphère, en tout cas de la finance, il y a même un compte qui est troll qui s'appelle Inverse Kramer ETF. T'as un type qui justement reprend à chaque fois ce qu'il dit, puis en fait il fait le contraire, puis apparemment en fait il fait de l'argent. Donc comme quoi c'est assez intéressant que Kramer se trompe quasiment tout le temps. En fait, au niveau de ses stocks, il est pas mauvais, mais de ce que j'ai compris, en fait, il achète très tard, en fait, jamais au bon. Son timing d'investissement est jamais le bon. Mais ses stocks sur le long terme sont quand même relativement similaires à ce que va faire le S&P 500, hein. Donc, c'est juste qu'il est pas très malin. Souvent, il achète aux mauvaises dates. Enfin bref. Et ouais, non, ça risque d'être intéressant. Je pense, JP, que tu avais un dernier mot peut-être à faire sur. Je te sentais bouillir sur Ouais, non, les mais dernières annonces au niveau de la fête, non, c'est ça? dès que j'ai l'occasion de parler de Powell et de sa petite réunion de 3 jours où il se prend un max de buffet puis de café payé avant de finalement annoncer qu'il fait une hausse de taux récemment, là, je veux dire, ça me fait toujours plaisir de faire un petit topo là-dessus, là. Tu sais,
ceux qui nous écoutent depuis récemment, bon, vous allez comprendre assez vite la position que j'ai par rapport à Powell. Ceux qui nous écoutent depuis longtemps, je comprends pas. Je ne comprends plus. Ce qui se produit présentement, on ne peut plus le cacher, mais la raison derrière SVB, oui, il y avait certains trucs, il y avait la rentabilité de certains prêts qu'ils ont fait, des prêts à risque auprès de justement de startups. Et ce qui n'a pas marché, c'était qu'ils étaient pris avec des bons du trésor épouvantables qui ont chuté en valeur à cause des hausses des taux directeurs. Et on se rappelle, ces Treasury Bonds-là, dans le temps de la pandémie, là, c'était le pain et le beurre que la Réserve fédérale mettait et retirait, par exemple, des marchés avec le quantitative easing et tout. Les banques s'en mettaient plein les poches, certes, avec ce genre d'investissement-là qui était plutôt safe, et ça l'est encore. Là, les bons du Trésor américain sont toujours aussi safe. Mais ça reste que ils ont littéralement donné un côté de la médaille, puis l'autre côté directement avec une hausse, comme on le voit présentement, des taux directeurs. On essaie de combattre l'inflation, et c'est toujours le cas, puis l'inflation reste encore stagnante, et on sait qu'on a un ralentissement économique, on parle de récession, encore une fois, en termes de performance économique qui va arriver. Ça reste le même concept. Par contre, on continue pareil. On a eu, littéralement, on est passé à un cheveu là, d'une amplification majeure avec s'il y avait eu un problème au niveau du système financier, on retourne avec un contexte qui aurait pu être similaire à 2008-2009, et c'était directement lié à la hausse rapide et successive des taux directeurs, surtout les taux directeurs liés à la dette US. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'annonce? Tu sais, plutôt que de se dire, on va peut-être pas l'augmenter présentement, les marchés sont un petit peu en tumulte et il faut qu'il y ait des actions qui soient portées un peu partout dans la majorité des grandes économies mondiales pour sauver des banques avec des partenariats publics-privés. Et Powell finit sa petite réunion puis annonce une hausse de 0,25, qui était attendue. Certains vont le dire dans les commentaires ou vont nous le partager. Oui, c'était attendu. Les analystes prévoyaient un 0,25. À mon avis, ça n'aurait pas fait de mal de peut-être attendre à la prochaine réunion. Dans tous les cas, il fait des augmentations de 0,25 ou de 0,50 à chaque réunion, quasiment à chaque mois récemment, depuis que l'inflation a commencé à être stagnante. On aurait peut-être pu se permettre d'attendre dans le moment où il y avait une tumulte assez conséquente, de peut-être faire fi de ça pour un mois. J'ai de la misère à croire que ce 0,25-là va soudainement faire en sorte qu'on va se retrouver avec l'essence qui va être en dessous du dollar par litre, par exemple, en termes canadiens, là. L'inflation ne va pas disparaître grâce à ce 0,25-là. Et pour le mois de mars, d'ici à la prochaine réunion, qui doit être, je sais qu'ils en font des exceptionnels de ce temps-ci, il doit en avoir une en avril parce qu'il va se faire un malin plaisir à faire des hausses. Mais j'ai de la misère à justifier le raisonnement dans le contexte exact où c'est ces hausses de taux successives-là qui ont causé des problèmes et qui ont créé, encore une fois, l'incertitude au niveau de la stabilité de certaines banques qui ne seraient peut-être pas tombées si ce n'était pas des bank runs et de, oui, la réaction des déposants. Mais ça reste qu'on aurait très bien pu, on aurait eu besoin, je pense, de ne pas avoir ce 0,25-là. À la limite, je pense que les analystes qui prévoyaient un 0,25 auraient plutôt bien réagi si on avait eu un maintien à un zéro pour une fois, là. Puis encore une fois, une hausse de 0,25, je ne vois. Oui, ça va être pertinent à un certain point, puis ça prend des hausses pour réduire l'inflation. C'est le mécanisme que les banques centrales ont mis en place pour essayer de ramener ça. Fine, c'est comme ça depuis toujours. C'est un cycle, on l'a déjà mentionné. Par contre, je pense que pour calmer les choses, un zéro, là, un maintien du taux aurait été tellement de mise pour ce moment-là que j'ai de la misère à me comprendre. Ça continue à mettre la soupe chaude sur Powell, encore une fois. Là, je ne souhaite pas de malheur pour son emploi à M. Powell, mais je veux dire, ce qu'il fait présentement, je pense qu'il se peinturait déjà un petit peu dans le coin. Biden continue de le supporter, mais de manière de plus en plus modeste, là. Son dernier commentaire était très peu chaleureux nécessairement au niveau de la performance et de la gestion de Powell. À mon avis, les prochaines élections, peu importe que ce soit un gouvernement démocrate ou républicain, ça risque de faire partie de certains mouvements qui peuvent avoir lieu au niveau de la Banque centrale, parce que ça va commencer à faire le tour au niveau des États-Unis, là. Souvent, les banques centrales et les hausses vont être très peu médiatisées au-delà de ceux qui sont initiés et qui s'intéressent à la finance et l'économie. Mais là, ça commence à faire du bruit, puis je pense que Powell est la source de tout ça. Quand tu es directeur de la Banque centrale américaine, tu peux pas manquer le bateau. Il a manqué le bateau il y a un an et demi, puis il manque encore le bateau, à mon avis, en ce mois de mars avec cette hausse-là. Je ne la comprends pas. Certains, encore une fois, vont dire que j'ai un peu une dent contre lui déjà, mais je ne peux pas la comprendre la semaine passée de faire une annonce de 0,25 quand les choses vont aussi mal à cause de ces hausses successives. Là, j'ai mal dormi. J'ai mal dormi. J'étais en Floride, il faisait 28 degrés Celsius. J'ai mal dormi. J'ai mal dormi. Non, et puis c'est ce que je disais en plus, c'est drôle, j'en parlais un peu au bureau, là, mais je disais que justement, je croyais que Powell jouait un peu avec l'apprenti sorcier avec mon CELI, là. Mais bon, Oui, effectivement. c'est un peu ça, là, on sait pas trop, en fait, dans quelle direction on s'en va en ce moment. Oui, en effet, l'inflation ralentit finalement. En effet, on est encore très loin des fourchettes normales, effectivement, d'inflation. On sait que souvent la cible, c'est entre 2 et 3%. Là, on est environ au dernier, hier over hier, on est à 6, donc
en comptant évidemment mars de l'année passée, on est à peu près 6% en fait d'inflation, donc ce qui est quand même encore très élevé. Il y a encore une pression, comme tu l'as dit, sur les produits énergétiques, parce que ces derniers sont plus liés à ce qui se fonctionne ou qui ne fonctionne pas justement avec le conflit russo-ukrainien, hein, parce que ça c'est plus une pression sur l'offre et pas forcément une pression sur la demande, tu vois. Donc c'est intéressant évidemment de voir ce qui se trame en fait. Et tu l'as dit effectivement, Biden commence à être un peu plus, euh, on va dire, sceptique par rapport à l'action de la Banque centrale. Même Ça distant, hein, n'empêche même distant. Ouais, mais après, c'est vrai que malheureusement, dans son mandat, enfin, en théorie, Oui, il y a une la indépendance, Banque mais centrale, voilà, il y a une indépendance et, entre guillemets, on lui recommande un nom, on lui passe le nom, etc. Même si dans les faits, en fait, tu as une indépendance qui n'est pas tout à fait parfaite parce que justement, tu es nommé par le président. Donc, on sait que, par exemple, Ben Bernanke, comment dire, à l'époque, bah, sous Obama, justement, sous Obama, bah, il y avait quand même une espèce de connivence. Bon, quand même, parce que Ben Arquet était là quand même avant sous Bush, donc quand même, il y avait des. Janet Yellen, finalement, tu vois, a fini au Trésor alors qu'elle a été chef de la Réserve fédérale avant. Donc finalement, elle est démocrate en fait. Donc au final, tu as quand même des connivences politiques. C'est le problème hein, d'ailleurs du système américain, hein, le fait que même le moindre élu, en fait, que tu sois shérif du comté ou je sais pas, juge de la paix au Texas, bah t'es quand même soit démocrate, soit républicain ou pas, justement. Donc ça reste quand même un système politique, entre guillemets, qui crée en fait de la connivence, puis peut-être du conflit politique ou du jeu politique, pardon. Peut-être pas du conflit d'intérêts, là, mais c'est intéressant, évidemment, de voir ce qui se passe, évidemment, avec la Banque centrale. Moi, mon petit avis me dit qu'effectivement, mon petit doigt me dit que justement, les hausses de taux, ça va se calmer, probablement, avec ce qui se passe. Je pense qu'on va. Si on monte encore, je pense qu'on court tout droit vers la catastrophe, parce que là, c'est le système bancaire qui va péter. Et, là, et je ne veux pas faire le messager de l'apocalypse, là, loin de là, mais ça va commencer à être très compliqué, si tu veux. Si le coût du crédit commence à augmenter, c'est les défauts qui vont commencer à augmenter. Et c'est ce qu'on veut pas. C'est ce qu'on veut pas, évidemment. exact. Puis, tu sais, je pense une manière de bien conclure, tu l'as mentionné, il n'y a pas forcément de conflit d'intérêt entre la Banque centrale et le gouvernement américain. Par contre, moi, j'ai un conflit avec les taux d'intérêt de M. Powell. Ça, c'est drastique, là. Donc, souhaitons que ça se calme. Souhaitons encore une fois que l'excellente action, et ça, encore une fois, je lance des fleurs au système financier, là, mais les excellentes actions en partenariat entre les banques privées et les différentes entités publiques, les banques centrales également. Oui, c'est sûr que ça va être un énorme débat qui peut arriver à l'avenir sur ces actions-là parce que c'est beaucoup d'argent qui est investi. Mais tout de même, je pense que c'est une bonne action. Espérons que les banques centrales, encore une fois, vont bien gérer l'inflation, ne vont pas, encore une fois, rajouter de l'huile sur le feu, mais on aura l'occasion d'en reparler. Ça risque d'être un topo dans l'épisode de la semaine prochaine, sachant qu'il reste encore beaucoup de jours de listing boursier avant qu'on enregistre le podcast la semaine prochaine. Donc, à suivre si ça sera un autre topo, mais on vous maintient dans le loop de ces discussions-là. Je pense que c'est super intéressant. D'ici là, on passe au deuxième segment d'aujourd'hui, un autre au son de la cloche. Parfait. Donc, on l'avait mentionné là, pour les auditeurs de longue date, vous saviez où est-ce qu'on s'en allait. En fait, je pense que les dernières blagues qu'on faisait, ça devait être à partir du deuxième épisode du podcast. Ça, c'était un peu le running gag qui a lancé le podcast. On veut parler de Square, maintenant appelé Block. Une compagnie, là, encore une fois, le petit running gag était que Gab avait investi très tôt, là, quand même, mais très tôt. Avait investi quand même dans un bon moment, là, avant que la compagnie tu sais, se lance et tu sais, une croissance quand même assez intéressante à la fois au niveau de leur performance financière que leur performance du titre. Par contre, Gab avait sorti très tôt également là, sa position et s'était retrouvé en tant que jeune étudiant de finance avec une petite erreur dans ses poches qu'il aurait peut-être voulu faire dans une bonne vieille simulation académique. Mais c'était bien réel, donc Gab l'a appris à la dure et on en rit encore maintenant. Par contre, Gab se porte bien maintenant parce que Block, entre parenthèses Square, s'est retrouvé là, sous les feux de la rampe un peu avec Hindenburg Research, qui est un short seller
quand même renommé, qui a sorti publiquement là, une étude, je pense qu'ils ont fait pendant 2 ans là, en interviewant des anciens employés un peu. Certains se rappelleront de Lightspeed, qui est une compagnie montréalaise, une compagnie canadienne qui avait subi un peu le même genre de problème. On avait fait un épisode là-dessus là, dans lequel un short seller avait sorti une analyse qui avait drastiquement affecté le titre. Un peu curieux, Square, Lightspeed, Point of Sale, c'est un peu le même genre de business également qu'ils font à un certain degré. Square et Block se sont diversifiés un petit peu avec Cash App et compagnie, là, ce que Lightspeed n'avait pas fait. Mais justement, la Hindenburg Research est sorti, a mentionné, oui, qu'ils avaient une position short sur le titre, que c'était leur plus récente position short. Et ils ont appuyé ça avec le fait que ben, les résultats qui étaient fournis par Block ou par Square et même les structures internes de conformité étaient un peu dignes du Wild West, là, comme ils l'ont mentionné dans leur document, en mentionnant également que le nombre d'utilisateurs, entre autres le nombre de transactions faites sur Cash App, donc un des systèmes de transfert là, pour les particuliers très, très, très populaire, du moins selon les stats. C'est peut-être que moi j'ai été berné par Block à ce niveau-là. Mais que Cash App avait un nombre de transactions qui était beaucoup plus bas et même que les utilisateurs de Cash App étaient des clients qui étaient, entre parenthèses, unbanked. Donc, c'était des clients qui ne seraient pas nécessairement autorisés à ouvrir des comptes courants, des comptes chèques ou avoir un service bancaire de base dans les banques américaines. Ce qui veut donc dire, entre parenthèses encore une fois, des personnes qui font dans le monde un peu plus illicite, là, qui veulent faire des transactions sans être nécessairement monitorées par leur banque. On peut penser au monde, par exemple, j'en nomme quelques-uns, mais la vente de drogue, aux produits, tout ce qui De est la le porn, recyclage des tu peux le produits dire. exact, ou n'importe quelle forme de recyclage des produits de la criminalité. Donc, le fait que c'était une application qui était tellement mal monitorée ou que c'était tellement fait de manière laxiste pour montrer justement des bons résultats, montrer également des bons revenus, qu'ils acceptaient un peu n'importe qui, n'importe quoi pour faire des transferts. Ça ne paraît pas bien quand ça sort publiquement, quand c'est quand même backé et encore une fois, certains vont clasher, et j'en fais partie un petit peu, là, les Hindenburg Research et tout autre short seller qui sortent des analyses de 2 ans pour clasher un titre et ça fonctionne à peu près tout le temps. C'est toujours un peu étonnant, mais ça a fait énormément de bruit. Et rappelez-vous, c'est Jack Dorsey, l'ancien CEO de Twitter, qui est le CEO de Block, justement. Là. Donc, c'est son dernier bébé à cet homme aussi un peu curieux, là, qui est reconnu pour sa fameuse barbe et son look qui ne ressemble pas du tout à un CEO de Silicon Valley, ou ressemble parfaitement à un CEO de Silicon Valley selon votre vision d'un CEO de Silicon Valley. Mais ça n'a pas bien été. Je pense que c'était 15% qui ont perdu seulement jeudi, là, après la sortie justement de ce short seller-là. Donc, chez Gab, tu as peut-être plus d'opinions que moi là-dessus, là, mais bon, les résultats paraissaient peut-être bien. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça semble être backé. On verra l'impact sur le titre, mais on l'a vu historiquement, les short sellers, en général, trouvent une manière, surtout quand c'est des trucs de recherche, d'obtenir un gain, un profit sur leur position. Donc, je pense qu'ils auront eu un impact sur la vision des investisseurs et la vision, du moins, du marché par rapport à cette compagnie-là. Ouais, bah c'est surtout que, effectivement, comme tu l'as mentionné, les short sellers ont quand même, pour le coup, eux, en effet, un conflit d'intérêts dès le départ, hein, puisque, effectivement, eux, ils vendent à découvert, on se souvient, c'est-à-dire qu'ils ils empruntent auprès du courtier des actions qu'ils revendent immédiatement dans le but de les racheter plus tard à un prix plus intéressant. Donc, le but, c'est eux, ils font de l'argent, en gros, ils parient contre, en fait, le marché, en fait. C'est un peu ça l'intérêt des short sellers. C'est d'ailleurs même un débat d'éthique, hein, en fait, à savoir est-ce que c'est réellement utile ou pas. Je pense qu'on en avait déjà parlé, tu sais, des fameuses théories d'efficience des marchés. Ça fait partie, je pense, des réflexions, si tu veux, d'ordre d'éthique qui existent, en tout cas dans l'industrie de la finance. Et ce qui est intéressant, effectivement, avec cette affaire Hindenburg et Block, alors je trouvais justement que Hindenburg, c'était très drôle. Là, je me souvenais qu'ils avaient sorti d'autres trucs par le passé, là, mais je trouvais que c'était une belle référence, évidemment, au Zeppelin, qui était le dirigeable des nazis qui a craché en 1937, si je ne me trompe pas. Ces bébêtes-là, ils avaient mis de l'hydrogène dans le Zeppelin. Évidemment, vous le savez que l'hydrogène, c'est peut-être le gaz le plus inflammable possible, donc ça n'a pas marché. Contrairement à l'hélium, justement, qui lui, pour le coup, n'est pas inflammable. Bref, je diverse là, mais je divague, pardon. Mais ce qui est assez intéressant, c'est ça, c'est que Block effectivement aurait trompé les investisseurs effectivement sur leur nombre d'utilisateurs selon le rapport qui a été publié. Alors c'est très sérieux, hein, vous pouvez le lire et puis le télécharger sur internet. Là, c'est comme un espèce d'article de blog. Ça prend un peu de temps quand même à lire. Là, je l'ai lu au complet, mais c'est très intéressant, c'est très fouillé, très détaillé.
Il y a eu, comme tu l'as dit, aussi des témoignages d'anciens employés, je pense, qui ont été essentiels aussi dans la compréhension, évidemment, du système. Notamment le système de CRM, en fait, qui permet de monitorer combien de personnes ont combien de comptes, en effet. Et il semblerait qu'effectivement, le système soit quand même complètement euh, pas fiable en fait, puisque la plupart des gens en fait ont réussi justement à avoir plusieurs comptes sur le même nom ou le même numéro de sécurité sociale, quel qu'on le sait aux États-Unis, il y a ce fameux numéro qui s'appelle le Social Security Number. Chaque personne en a un seul unique, ce qui fait que bah, tu peux savoir en gros si tu as quelqu'un qui a essayé de créer deux comptes à la fois. Tu as même des problèmes aussi d'usurpation d'identité parce que même Jack Dorsey a des faux comptes sur Cash App, ce qui ferait que, en fait, c'est ça, c'est des scams. Donc, tu as des gens qui sauvaient de l'argent. Et en effet, comme tu l'as dit, le manque de diligence et de KYC, on appelle ça comme ça, le Know Your Client en anglais, donc le connaître la règle du connaître son client, fait que, bah, en fait, tu as plein de gens qui utilisaient Cash App justement pour faire bah, du trafic de drogue, évidemment de la prostitution, ce que je disais en aparté, là, hein, tout ce qui est du contenu pornographique, etc. Donc tout ce qui est évidemment pas hyper recommandé hein, d'un point de vue éthique et je pense au niveau de la conformité bancaire, hein, tout ce qu'on demande habituellement. Donc ce serait aussi un endroit où il pourrait y avoir potentiellement du blanchiment d'argent, donc c'est quand même très grave hein, en fait. Hein. Je pense que les conséquences aussi peuvent être catastrophiques aussi pour d'un point de vue juridique, hein, parce que je pense que les régulateurs doivent pas être très contents. Il y a eu des histoires de fraude aussi au niveau des dépôts justement de stimulus chèques, parce que Jack Dorsey disait ah bah déposez votre stimulus chèque justement dans la Cash App, et il semblerait qu'en effet il y avait tout un système entre guillemets qui faisait que eh ben, cet argent-là, en fait, il demandait à dire ah bah il faut nous payer si vous voulez l'avoir plus tôt. Et donc, tu avais des espèces de frais un peu scabreux là, qui étaient chargés en plus aux clients. Donc, bref, plein de petits trucs qui font que en fait, le système est extrêmement profitable, mais en effet, extrêmement aussi eh ben, peu recommandable d'un point de vue de sécurité, puis au niveau d'un point de vue de conformité, là, puisque c'est ça, tu pourrais te faire voler ton identité avec la Cash App, donc plein de petits problèmes. Puis je pense qu'aussi au niveau des utilisateurs aussi en tout cas du point of sale, il y avait aussi des histoires aussi au niveau des frais de carte de crédit. Donc bref, il y avait énormément de mini-histoires regroupées évidemment dans un espèce de dossier qui avait été sorti par Hindenburg. Donc moi je vous invite évidemment directement à le lire pour en savoir évidemment un peu plus, parce que je pense pas qu'en 20 minutes on ait le temps de passer à travers le dossier complet. Puis ce serait inutile. Je pense que rendu là, votre curiosité personnelle vous fera lire ou non justement le fameux rapport là. Mais je trouve ça très intéressant, effectivement, que ces firmes-là aussi existent quand même dans l'industrie, puisque elles permettent de sortir des dossiers qui sont importants et intéressants aussi, puisque, bon, au-delà du côté, effectivement, on va faire de l'argent ou non, cette action-là est surévaluée ou non, ce qui crée de l'efficience de marché, on s'en souvient. Eh ben, ça crée évidemment ça pose des problèmes, on va dire, et des réflexions d'ordre éthique puis d'ordre juridique aussi sur est-ce que ces entreprises-là, elles doivent pas faire un peu plus d'efforts justement pour garantir la sécurité de l'information, puis garantir aussi, je pense, le fait que bah, leur plateforme ne soit pas utilisée pour faire des transferts, des scams d'argent, puis des histoires de blockchain, etc. Enfin, tous les trucs, on va dire, un peu critiquables qui puissent exister dans l'industrie bancaire. Là. Non, exact. Puis, tu sais, moi, je le vois, tu l'as bien résumé, c'est exactement la pièce finale que j'ai. Je le vois comme étant une source d'information comme plusieurs autres sont disponibles dans les marchés. C'est public et c'est surtout très important en tant qu'investisseur si jamais c'est une industrie qui vous intéresse, si jamais c'est le genre de titre dans lequel vous êtes investisseur ou non. Je pense que c'est très pertinent de faire son propre avis parce que ce genre de recherches-là vont être aussi teintées par la position que cette compagnie-là, que ce short seller-là a pris. Donc, très important de faire ses propres avis, ses propres opinions. Mais c'est une bonne source de contenu, encore une fois. Quand c'est 2 ans de recherche également, encore une fois, prouvé, il faut que ce le soit. Là. C'est genre le document qui peut exposer Hindenburg Research à beaucoup s'ils ne disent pas la vérité, du moins en termes de recherche et de méthodologie. Donc, je crois que c'est effectivement une bonne source de contenu. Mais il faut faire attention à tout ça et on l'a vu, les impacts sont considérables.
à nommer Lightspeed, à nommer maintenant qu'est-ce qui va se produire au niveau de Block ou de Square dans les prochains jours également, là, après ce qui s'est produit, comme on a dit jeudi. Sujet intéressant, ça change un peu, de toute chose, mais comme on a dit, je pense qu'on a la chance d'avoir un contexte, du moins dans les marchés, qui est instable. C'est pas de la chance pour nos poches, mais c'est de la chance, encore une fois, pour l'apprentissage. On en parle souvent. On est très loin d'être à l'école. Maintenant, le temps passe vite et les années du podcast nous éloignent de plus en plus de notre cher bac à l'université à Montréal. Mais on va se le dire, là, c'est super intéressant de voir ça. C'est exactement le genre de cas qu'on va parler pendant plusieurs années. Donc, moi, je trouve ça plaisant de décortiquer. J'espère que c'est la même chose pour vous. Je sais pas, Gab, si tu avais un dernier point avant qu'on clôt l'épisode d'aujourd'hui. Non, bah peut-être le dernier point à rajouter, c'est qu'en effet, Block a comment dire, démenti les rumeurs en disant que oh bah Hindenburg c'est des méchants. En fait, c'est un peu ça la conférence de presse est assez, enfin comment t'appelles ça? Bah, c'est pas une conférence là, mais c'est l'article de presse là, tu sais, le truc qui est relayé Mhm. là dans le point de presse, bah, est assez lunaire parce qu'ils disent que tout est faux. En gros, tout est faux, mais bon. Quand même, le rapport est quand même relativement sérieux, hein, puisque tu vois, ça fait quand même enfin, si tu l'imprimais en PDF, ça prendrait une bonne trentaine de pages, là, quand même. Donc, c'est quand même très sérieux avec. On voit vraiment les histoires des systèmes internes, donc, tu vois, des fameuses relations qui existaient entre un même numéro de sécurité sociale, puis plein de comptes différents pour essayer d'aller justement artificiellement, comment dire, créer des comptes, là. Bon, bref. Je pense que ce qui est intéressant, comme tu as dit, JP, c'est qu'en effet, euh, non seulement c'est des périodes qui sont particulières en tant qu'investisseur, mais c'est dans ces périodes-là que tu sais détecter les meilleurs gestionnaires aussi. Parce que justement, c'est un contexte qui est compliqué en tant qu'investisseur de savoir où est-ce que mettre tes billes, où mettre dans les secteurs les plus prometteurs, puis dans les actions au sein des secteurs les plus intéressants. Donc c'est Exactement. là où c'est intéressant, si tu veux, de suivre. Et puis, bon, évidemment, en tant que, je pense que aussi qu'amateur de finance, de boursicotage, puis d'économie, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles croustillantes qui tombent à chaque semaine, hein. Exact. Donc, on va continuer sur cette lancée-là. Merci beaucoup pour vos écoutes. D'ailleurs, là, encore une fois, dans les dernières semaines, toujours assez impressionnant là, de voir à la fois vos écoutes à ceux qui sont des habitués. Donc, on vous remercie, on vous salue également. Toujours intéressant de voir également là, les nouveaux auditeurs. On sait qu'à la fois, c'est des personnes qui vont nous trouver par hasard, mais c'est également beaucoup d'impact là, du bouche à oreille de vous, là, chers auditeurs qui sont là depuis plusieurs épisodes, plusieurs mois, plusieurs années pour certains. Donc, ça nous fait toujours plaisir là, de voir que le taux d'écoute est assez imposant présentement. Donc, on espère que le contenu vous plaît. On espère que vous l'appréciez. Si c'est le cas, comme à l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, là, qui est notre plateforme phare pour le partage de commentaires de manière publique. Donc, si vous y êtes et que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche également pour avoir les notifications. Si vous avez des commentaires, des opinions, peu importe, là, ce sont des bons sujets de partage ou même vous avez des idées de sujets que vous voudriez qu'on décortique un peu plus sur lesquels vous lisez récemment et que vous voulez faire de manière publique, mettez-les dans les commentaires du vidéo. Sinon, vous pouvez retrouver dans la zone de description l'adresse courriel du podcast. Donc, Gab, ça fait toujours un plaisir de vous répondre dès que vous nous envoyez là, de manière privée les mêmes choses, des opinions, des commentaires, des idées de sujets. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et sinon, comme à l'habitude pour la majorité d'entre vous, vous pouvez nous écouter sur les plateformes audio, donc Apple Podcasts, Overcast, Spotify, Deezer, etc. Donc, comme également je le mentionne toujours, là, vous pouvez aller mettre des likes, des thumbs up, peu importe le système de gradation, et vous abonner également là, à la chaîne du podcast. Ça nous aide beaucoup pour le référencement, entre guillemets, électronique de la plateforme. Mais comme je le mentionnais au tout début là, de mon mot de la fin, là, votre bouche à oreille est également très important. Donc, si jamais vous en parlez au bureau, entre amis, en famille, du genre de sujet et du contexte actuel, n'hésitez pas à partager si vous appréciez le contenu qu'on crée. Je pense que c'est une bonne période pour justement là, avoir plusieurs personnes qui se joignent à cette magnifique communauté. La seule truc, n'évitez de manger l'oreille, en tout cas avec votre bouche, l'oreille de vos amis, là, c'est peut-être une recommandation, là. Effectivement, donc je tiens à dire d'ailleurs pour ceux qui me connaissent personnellement vont savoir que mon humour est axé sur les jeux de mots. J'ai eu un impact malheureusement assez drastique sur Gab qui maintenant se met à défricher un petit peu là, le monde Mais en des version nouveaux pas jeux de bon. mots. En Exact. version pas Mais, bon. mais, mais- mais ça progresse. Encore une fois, c'est un impact que j'ai beaucoup sur mon réseau d'amis, là. Tout le monde commence à faire des jeux de blagues, des jeux de mots. Donc je ne peux que t'encourager, Gab. Donc c'en était un bon bien placé. Chers auditeurs, ne le jugez pas dans les commentaires. Il est en progression. Bonne nuit, du coup. Exactement. Donc, je vous souhaite tout le monde et merci Gab pour ta participation et à la semaine prochaine tout le monde. À la semaine prochaine, tout le monde. Salut.